Les parcs résidentiels de loisirs ou PRL, qu'est-ce que c'est? Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va parler des parcs résidentiels de loisirs ou plutôt dit PRL. On va voir ce que c'est, on va voir quelles sont les différences avec les campings, que ce soit sur le fonctionnement ou d'un point de vue juridique. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter Marc qui va être avec moi pendant quelques semaines et pour ça, je vais plutôt lui laisser la parole. Oui, merci beaucoup Yann. Alors en effet, moi c'est Marc et on va se retrouver maintenant de manière hebdomadaire sur ta chaîne YouTube. Et même si on se connaît déjà bien parce que ça fait plus d'1 an et demi que je travaille sur tes contenus web et sur tes sites de blog. Et d'ailleurs, cette description, je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil avant qu'on commence cette vidéo parce que vous y trouverez beaucoup de contenus téléchargeables très intéressants comme par exemple ton guide du propriétaire de mobil-home. C'est une 50aine de pages qui regroupe énormément d'astuces quand on devient propriétaire. Et il y a aussi la conférence en ligne que tu proposes à laquelle on peut s'inscrire gratuitement et vous y trouverez encore plus d'informations. Bref, je ne vais pas en dire davantage, mais je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Maintenant, revenons sur le sujet que tu étais en train de lancer. Un parc résidentiel de loisirs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, le parc résidentiel de loisirs, par définition, c'est un parc qui est ouvert à l'année et clairement, c'est vraiment un moyen d'obtenir une résidence secondaire à moindre prix sur un parc qui est plutôt sympa, comme je l'ai dit, par définition, ouvert à l'année. Alors clairement, si on doit comparer à l'immobilier, c'est vraiment un moyen, comme je l'ai dit, d'obtenir sa résidence secondaire de manière peu chère, puisqu'on va acheter un mobil-home et dans les cas les plus simples, on va devenir locataire d'un terrain. C'est un petit peu comme si c'était un camping qui était ouvert à l'année. Alors dans mon exemple, là je parle clairement de parc résidentiel de loisirs avec location de terrain. On va voir dans un deuxième temps qu'il existe un autre style de parc résidentiel qui finalement s'appelle aussi un parc résidentiel de loisirs, mais qui a un fonctionnement un petit peu différent. Autre point, avoir une résidence mobile de loisirs ou une habitation légère de loisirs dans un parc résidentiel, ça peut être l'occasion de faire un vrai investissement puisqu'on a souvent des contraintes qui sont pas trop importantes. On peut avoir une location de terrain qui n'est pas trop chère et au final, on peut faire de la rentabilité. La plupart du temps, on va plutôt parler d'achat de mobil-home ou de résidence dans un parc résidentiel de loisirs pour faire une résidence secondaire. Aujourd'hui, là, je vais prendre la position de gérant de camping et de parc résidentiel de loisirs. J'accueille souvent des personnes qui font ce qu'on appelle du résidentiel, c'est-à-dire qu'ils vont venir 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire 8 mois dans l'année, qui vont profiter de leur mobil-home et qui, le reste du temps, vont nous le donner en conciergerie pour qu'on puisse amortir les frais. Ok, bon alors je pense qu'on a compris les grandes différences entre un PRL et un camping et comment est-ce qu'il fonctionne. Mais sur le plan juridique, qu'est-ce qui va différer? Le parc résidentiel de loisirs, il faut savoir que d'un point de vue juridique, c'est un terrain qui a été aménagé selon l'article D333-3. Alors, ça n'apporte pas énormément d'informations, mais ça fait quand même une grande différence juridique avec le camping. Honnêtement, dans le fonctionnement, si je considère un parc résidentiel de loisirs sur lequel vous louez un terrain, parce qu'on va voir qu'il y a un autre style de parc résidentiel, ça ne fait pas énormément de différence avec le camping ouvert à l'année, on va dire pour une personne qui devient propriétaire. C'est vraiment différent au niveau juridique plutôt pour le gérant. Pour faire très simple, d'un point de vue juridique, il y a quand même deux styles de PRL particuliers. Il y a celui qu'on va appeler plutôt parc résidentiel de loisirs en hôtellerie, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont avoir leurs biens, leur résidence mobile de loisirs ou leur habitation légère de loisirs sur ce parc et qui vont pouvoir en profiter et qui vont louer un emplacement. Le deuxième style de parc résidentiel de loisirs, ça va être plutôt les parcs résidentiels de loisirs à cession de parcelles. Alors là, comme le nom l'indique, les propriétaires deviennent propriétaires d'un emplacement et ils deviennent aussi propriétaires de l'habitation légère de loisirs qui est sur cet emplacement. Première conséquence directe, quand on est sur le deuxième style de PRL, au final, on devient propriétaire d'un emplacement, donc du foncier. On passe donc devant un notaire. Une autre nuance qui est à souligner par rapport au camping, logiquement, dans un PRL où on a des locations d'emplacement, on doit avoir des emplacements qui avoisinent les 200 mètres carrés au minimum, ce qui, logiquement, au moment où je parle, n'est pas une obligation réelle lorsqu'on est dans un mobil-home sur un camping. Alors la plus grosse nuance et peut-être ce qu'on entend le plus quand on pense à parc résidentiel de loisirs, c'est vraiment les terrains, enfin les PRL avec cession de parcelles. Et là clairement, le propriétaire, pour vous donner ça en plusieurs points, il devient propriétaire d'un mobil-home ou d'une résidence mobile ou d'une habitation légère de loisirs. Il devient propriétaire d'un terrain qui va être plus ou moins grand. Il est la plupart du temps libre de louer son mobil-home et de revendre l'ensemble dès qu'il le souhaite. On a la plupart du temps des frais de copropriété qui vont avoisiner les 1500, les 2000, voire les 3000 euros par an, qui vont être consacrés finalement à l'entretien du terrain. L'ensemble des parcs résidentiels de loisirs sont ouverts à l'année, contrairement à 90% des campings. Les parcs résidentiels de loisirs fonctionnent avec un règlement intérieur et avec un contrat à respecter. Ça, c'est quelque chose qui ressemble quand même très nettement au camping. Aussi,
il faut imaginer que lorsqu'on revend son emplacement dans un parc résidentiel de loisirs, c'est-à-dire qu'on revend un emplacement avec son mobil-home par exemple, il n'est pas rare de dire que des personnes font des plus-values à la revente s'ils ont réussi à faire un bon achat dès le départ. Ce qui peut provoquer ces plus-values aussi, c'est que dans le temps, le parc résidentiel soit très bien entretenu et ait pris de la valeur, par exemple avec des nouvelles structures, des nouvelles animations ou choses comme ça aux alentours. Finalement, le propriétaire n'aura aucun mal à revendre son bien puisque la plupart du temps, c'est des biens qui sont extrêmement recherchés. Bon, alors là, je comprends bien qu'en termes de fonctionnement et de contrat, il y a des différences qui sont assez nettes avec des campings plus classiques, mais on le sait, et tu l'as déjà dit à plusieurs reprises sur ta chaîne, lorsque l'on veut se tourner vers un camping ou vers un parc résidentiel de loisirs, il faut avoir des objectifs bien définis à l'avance. Mais quels objectifs pourraient motiver de se tourner plutôt vers le PRL à cession de partiel que vers un camping? Alors, la plupart du temps, vraiment, ce sont des objectifs différents, c'est clair, parce que le parc résidentiel de loisirs avec cession de parcelles, on va avoir des prix d'achat qui vont quand même être bien plus élevés, puisqu'il est possible d'acheter un terrain qui va avoisiner les 50 000, les 70 000, les 100 000, les 150 000. Et en plus, il faudra acheter la résidence mobile de loisirs ou l'habitation légère de loisirs qui est dessus. Donc, ça va avoir un coût qui est déjà nettement plus important. Donc, la plupart du temps, les personnes qui achètent ça n'ont pas forcément une idée d'investissement, mais ont une idée d'avoir un pied à terre en étant propriétaire du terrain. En fait, c'est souvent des personnes qui vont être gênées par le fait de louer un terrain et d'être dépendants d'un contrat. Ils préfèrent avoir des frais de copropriété, un petit peu à l'image d'un appartement dans un immeuble, et souvent, ça va être un objectif résidentiel, mais pour éviter les contraintes qu'on pourrait avoir dans un camping. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais faire 2-3 petits rappels. Le premier des rappels, c'est que avoir une parcelle dans un parc résidentiel de loisirs, que ce soit en location ou qu'on soit propriétaire, ça reste de la résidence secondaire et on doit absolument prouver qu'on a soit une résidence principale quelque part, soit qu'on habite plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'année chez quelqu'un. Autre point, avoir une parcelle dans un parc résidentiel de loisirs, ce n'est pas si simple puisqu'aujourd'hui, il y a une forte demande pour plein de raisons, suite au Covid et aussi parce que c'est peut-être un moyen plus accessible financièrement d'avoir une résidence secondaire, que ce soit en achat de terrain ou en location. Donc aujourd'hui, espérer trouver un terrain avec un mobil-home proche de la mer ou même parfois dans les terres, il faut quand même bien rechercher, s'y prendre de la bonne des manières et parfois accepter d'être en liste d'attente. Dernière petite remarque, il faut quand même être très vigilant à plusieurs choses. Ce n'est pas parce qu'on achète une résidence qui va être moins chère qu'il faut mettre n'importe quel prix sur un terrain. Donc on est vigilant par rapport à ça, on trouve l'équilibre qui nous correspond et vous verrez, vous ferez de cet espace un formidable lieu d'accueil pour votre résidence secondaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et je te dis au revoir Marc. Et on se voit donc la semaine prochaine.